Bienvenue à cette quatrième et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Bienvenue et merci de nous recevoir à travers les médias leaders Truth TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. À ma compagnie et comme d'habitude, les juges Geoffroy Vahe et Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vahe, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Nous allons également dire bonjour à l'équipe de réalisation de cette émission et pour cette convocation, nous allons nous intéresser au mouvement féministe au Burkina Faso, une question d'actualité qui a d'ailleurs été au cœur des réflexions dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Alors il faut rappeler qu'une conférence publique sur le thème a été organisée par le CRIGED, Centre de recherche et d'intervention en genre et développement. C'était le 8 avril dernier. Mais qu'est-ce qu'on entend par féminisme? Qu'est-ce qu'on veut défendre à travers ce mouvement? Nestorine Sangaré est notre convoquée du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes directrice exécutive du CRIGED, Centre de recherche et d'intervention en genre et développement. Vous êtes également sociologue et experte en genre. Nous allons en tout cas vous donner ce temps d'antenne pour parler justement de ce mouvement féministe, mais ça sera après cette première virgule, les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette convocation? Merci président, nous avons pour pouvoir concerner, on ne dirait pas assez, les 100 jours du président du Faso, pour ne pas dire de son gouvernement. Bon, moi c'est l'aspect référentiel parce que ça fait pratique, quand on dit 100 jours, on oublie que c'est 3 mois plus 10 jours, donc ça fait beaucoup déjà. Mais le référentiel qui doit également parler développement des 5 ans, on l'a pas. C'est vrai qu'en 2015-2016, c'était pas dans les mêmes conditions. On venait d'arriver, on venait de finir une transition, donc la communication, c'était aussi de rassurer. Donc, à chaque jour, c'était un référentiel qui s'appelait PNDS qui devait venir nous sauver. Il y a eu une conférence, une table ronde pompeusement tenue à Paris, avec la promesse d'intention de 18 000 milliards, donc qui avait fait rêver les Burkinabés. Mais j'ai dit cette fois-ci, le référentiel, même on ne l'a pas. Il n'est pas encore prêt ou bien on ne communique pas autour là-dessus. Alors que pour un président candidat qui était presque sûr d'être réélu, de mon point de vue, ce référentiel d'ailleurs devrait être bouclé avant la campagne. Parce qu'au Burkina, on a des gens capés dans le domaine de la prospective, des économistes chevronnés, des planificateurs aguerris. Et le président, il y en a à l'appel par rapport au choix pour pouvoir le faire. Donc de mon point de vue aujourd'hui, le référentiel au moins, pour les 100 jours, on devait pouvoir nous le présenter. Mais on ne l'a pas. Ce qui a marqué les 100 jours, c'est aussi cette fronde sociale qui n'a pas existé pratiquement. Ça, c'est contrairement à 2015, où il a prêté serment le 29 et le 30 décembre, il avait sur sa table déjà la lettre des magistrats. Quelques jours après, il y a une autre lettre qui venait annoncer comment on appelle ça, un mouvement de grève pour les 21 et 29 janvier. C'est vrai que l'attaque du Capuchino est venue modifier, mais il a été accueilli dans ces conditions. Cette fois-ci, ce n'est pas ça. Mais en même temps, j'ai dit bien, il y a un référentiel qui, de mon point de vue, qui se fait attendre. Alors qu'on ne devrait pas, à ce stade-là, 100 jours après que le Premier ministre est parti devant la représentation nationale, nous dire ce qu'il va faire, annoncer qu'il y a un référentiel qui est dans les labos, mais qui jusqu'à présent n'est pas encore sorti. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Mais je dis, le référentiel se fait toujours attendre. Alors que c'est ça qui est quand on dit référentiel, c'est le référent par rapport aux 5 ans à venir. Donc, c'est le moteur diesel qui continue de tourner, qui fonctionne. Mais bon, on a quand même eu, j'ai dit, il y a eu quand même un temps de répit par rapport à son début du mandat 2015. C'était vraiment pas dans les mêmes conditions. En termes de front sociale, en termes d'apaisement. Mais bon, on continue d'attendre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être prêt. S'il y aura une conférence à Paris ou à Berlin, je ne sais pas moi, pour la mobilisation aussi des ressources, ou bien on n'en aura pas. D'accord.
Merci pour ces clés de lecture. Nous allons à présent écouter les avant-propos du juge Ouaha. Oui, mon cher, très rapide, c'est ce qui vient de tomber comme information. C'est l'agence Ecofin qui partage cela et il tire donc ses prévisions de celle du FMI, Fonds monétaire international, qui nous fait comprendre que l'Afrique du Sud risque de perdre cette année sa place de deuxième économie par le produit intérieur brut PIB. On sait que celui qui est en tête, c'est bien le Nigeria, avec un PIB de 514 milliards de dollars, suivi donc de l'Égypte cette fois-ci avec 394,28 milliards de dollars, et l'Afrique du Sud qui tombe avec 329,5 milliards. Et vous savez, en la matière, c'est du parlant des santé de certaines économies, les choses vont tellement vite et les prévisions sont un genre de boussole, notamment pour les gros investisseurs. Et quand on prend par exemple la bourse de Johannesburg, rien que le fait que cela soit sorti, beaucoup de gros investisseurs qui tentent un ancrage fort au niveau du continent ont commencé à vendre tout ce qu'ils avaient comme actions et autres, parce qu'ils veulent polariser les choses autre part. Nous, sous nos cieux, nous n'est pas trop concernés par ces vastes, on va dire c'est des c'est des bagarres d'éléphants. Mais derrière, moi je vois plutôt un Nigeria qui, malgré les questions d'insécurité, malgré beaucoup de problèmes, continue d'être le pays qui compte sur le continent pour ce qui est de la force de son économie. Et quand on voit les différentes dynamiques au niveau sous-régional dans lesquelles nous sommes, pour avoir, ne serait-ce que par la monnaie par exemple, un Nigeria qui soit un peu plus proche de nous, ça veut dire qu'il y a un avantage très certain à ce que, par exemple, la question de l'éco sur laquelle on va et de certains espaces qui permettent des interactions et des flux plus intéressants sud-sud, cela pourrait être bénéfique pour la plupart de nos économies. Mais pour ça, il faudrait qu'on aille de façon très franche sur cette dynamique dans laquelle on veut aller. L'éco, par exemple, ne serait-ce que ça, par la monnaie, dans une version voulue par le Nigeria, serait clairement plus intéressante que ce que nous on voit par la version ivoirienne avec un franc CFA devenir éco dans un genre de rebaptême qui garde un cordon ombilical avec une France qui fera toujours le rapatriement de ses fonds. Et ça ne sera pas à l'avantage de nos économies. On a donc un voisin dont la santé ne fait que se renforcer. On peut avoir un avantage comparatif à tirer de cela. Moi, je pense que quand on entend ces chiffres-là, il y a une bagarre d'éléphants. Mais nous, à côté, je ne dirais pas qu'on est petit, mais on nous confirme qu'il y a des choix intéressants à faire. Il faut le faire de façon courageuse. D'accord. Merci, messieurs les juges. Alors, je rappelle que ce matin, nous avons comme convoqué Nestorine Sangaré, je le rappelais tantôt. Elle est directrice exécutive du CRIGED. Elle est également sociologue et experte en genre. Avec elle, nous allons parler du mouvement féministe au Burkina Faso une fois de plus. Bonjour et merci d'avoir honoré notre convocation. Merci beaucoup. Alors, peut-être avant de rentrer dans le fond du sujet, nous allons parler de questions de généralité. Et pour cette question de généralité, je rappelle que vous avez été ancienne ministre de la promotion de la femme. Vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Et parlant de réseaux sociaux, on a vu une publication où vous avez menacé de porter plainte contre l'Institut Guide pour des activités, selon vos dires, illégales et portant atteinte aux mœurs sociales et culturelles au Burkina Faso. Est-ce qu'on peut en savoir davantage ? Ok, merci beaucoup. Et effectivement, pour ce qui est de cette publication, j'ai été invitée par l'Institut pour une conférence sur le féminisme. Et à l'issue de cette conférence, j'ai été interpellée par une personne qui se présentait comme étant transgenre. Et pendant mon intervention, j'ai dit que toutes les femmes du monde ne sont pas des sœurs, parce qu'il y a des domaines dans lesquels les droits des unes font le malheur des autres. Et j'ai pris pour exemple toutes ces femmes, j'ai pris l'exemple des femmes de la boucle du monde, par exemple, qui produisent le coton bio, qui sert à faire les sous-vêtements de Victoria's Secret, qui est une multinationale et les plus grandes stars du monde s'habillent avec du coton bio made in Burkina, mais certainement ils ne savent même pas qu'il y a des femmes ici au Burkina qui doivent appliquer des conditions de production les plus strictes possibles pour répondre aux normes de consommation, aux besoins, aux standards de consommation de ces femmes-là.
Donc il n'y a pas de solidarité à ce niveau, parce que qu'une femme soit obligée d'enlever le coton un à un pour qu'il n'y ait pas des impurités, ensuite que ce soit conservé dans des conditions sous l'ombre ou traité d'une certaine manière afin qu'il n'y ait ni de pesticides ni aucune impureté, vous voyez que c'est très difficile. Mais je me dis que si les femmes qui sont les consommatrices avaient conscience des souffrances que les autres sont en train d'endurer dans la chaîne de production pour satisfaire leurs besoins, peut-être qu'en ce moment on pourrait voir s'il y a une solidarité possible. Mais là, bon, il n'y a rien, et moi je l'avais en tout cas abordé en son temps. Mais pour cette femme, quand j'ai dit que nous ne sommes pas sœurs, cette personne s'est présentée comme étant un homme qui a changé de sexe et qui est maintenant une femme, et elle a donné le nom de Solange comme étant son nom. Et en se présentant comme ça, il a demandé si moi je considère les lesbiennes, les transgenres comme étant mes sœurs. Bon, moi j'ai dit que pour moi, j'ai déjà répondu. Et je considère comme sœurs celles qui partagent les mêmes valeurs que moi, celles qui défendent les mêmes aspirations que moi, et celles qui, par leur façon de vivre, ne remettent pas en cause mes droits en tant qu'individu et les droits des femmes que je défends. Parce que moi, je défends les droits des femmes et je ne veux pas que d'autres femmes, par leur façon d'être, viennent compromettre les droits de celles que moi je défends. Et après la conférence, elle était en aparté avec la directrice du Centre Goethe et je suis allée pour dire au revoir. Elle s'est plainte encore qu'elle ne peut pas comprendre que quelqu'un dise défendre la justice sociale et ne reconnaisse pas les droits de certaines catégories de personnes. Alors, j'ai dit que non, moi, ce que j'ai dit, je ne reviens pas là-dessus, parce que pour moi, un homme est né avec les chromosomes XY. Et ensuite, une femme naît avec les chromosomes XX. Si bien que quand un homme dit après qu'il est devenu une femme, parce qu'il a pris des hormones pour ses dessins et porte une coiffure de femme, pour moi, il n'est pas encore une femme. Parce que la fondation de l'homme, c'est d'abord génétique, c'est les chromosomes. Et elle a dit que donc je suis contre son droit d'exister. Le fait que je dise qu'elle n'est pas ma soeur, donc je suis contre son droit d'exister. Et ça m'a choquée parce que bon, je ne m'attendais pas à rencontrer une personne de ce genre à une conférence à Ouaga. Je n'étais pas à préparer même pour qu'est-ce que je peux répondre en pareille circonstance. Et je suis repartie très troublée. Je n'ai pas hésité donc de faire une publication sur ma page en racontant l'incident parce qu'avant d'aller à la conférence, j'ai invité ceux qui me suivent et donc j'ai raconté l'incident. Et après l'incident, la dame de l'Institut Goethe, la directrice, m'a envoyé un message pour dire que c'est moralement problématique que moi j'ai fait une publication en mentionnant le nom de la personne, que parce que c'est contre les droits à la vie privée de la personne. Mais dans une conférence publique, quand une personne se présente, parle de sa vie sexuelle, puisque moi je ne connais aucune personne, c'était pas la seule personne et aucune personne n'a dit quelle est son orientation sexuelle ou rien. Donc si elle en parle publiquement, est-ce qu'il y a un problème à ce que moi je répète ce que la personne elle-même a dit avec fierté? Et de plus, moralement, c'est moi qui suis offensée dans la mesure où on me dénie le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec elle. Puisque si elle dit qu'elle est une femme, c'est son avis. Mais est-ce que je suis obligée d'être d'accord avec elle? Et elle dit qu'elle a été un homme, elle est née un homme, elle est devenue une femme. Donc si elle dit qu'elle est une femme, moi j'ai dit c'est une folie pour moi. En tant que moi aussi, né de Gilungu et tout là, moi c'est une folie que de voir quelqu'un qui est né homme me dit de l'appeler une femme. Et je vais l'appeler. Moi je ne suis pas folle. Je ne vais pas l'appeler une femme parce que jusqu'à la fin de ses jours, elle va rester. Je dis elle, il. Vous voyez? Donc il va rester un homme. Parce que la fondation, j'imagine tu veux construire une maison en rectangulaire, en cours de route tu veux transformer en case. Est-ce que ça va aller? Ça va être quelque chose au milieu, mais ça ne sera jamais ni une femme, ni un homme. Il est quelque chose au milieu, mais ça ne peut pas être une femme. Donc maintenant qu'elle revendique cela, elle peut revendiquer où elle veut, mais moi je n'adhère pas.
Voilà, c'est l'incident. La plainte a été déposée ou finalement vous avez... J'ai pris tous les renseignements nécessaires et la procédure est en cours. Et j'ai reçu déjà des menaces de ses amis qui disent qu'à ma prochaine sortie, elles vont réagir à la hauteur de l'offense. Et je les attends de pied ferme parce que nous sommes dans un pays de droit. Et les droits culturels au Burkina, jusqu'à preuve de contraire, la transsexualité n'est pas une valeur dans la société burkinabé. Et pas plus que les autres trucs qui sont en discussion et d'ailleurs et dont nous allons parler tout de suite. D'accord. Donc moi je pense que en tant que pays, dans le cadre de la coopération, pour revenir à l'Institut Goethe, quand on vient pour coopérer avec un pays, c'est un échange culturel, on fait des échanges culturels, mais on n'impose pas les valeurs culturelles. D'accord. Voilà. Merci docteur Sangaré. Question de généralité. Oui, avant de revenir peut-être sur le cas spécifique, on se rend compte que Madame la ministre, on la sent beaucoup plus sur les réseaux sociaux, à aborder plusieurs thématiques, aussi diverses que variées, pas seulement la question genre. Pourquoi maintenant? Parce qu'à un moment donné, on ne vous connaissait pas ainsi. Ben, c'est parce que vous ne me connaissiez pas. Moi, j'enseigne à l'université. Et à l'université, j'enseigne les théories du développement, la sociologie du développement, communication pour le développement, méthodologie de la recherche en sciences de l'information et de la communication. Et j'écrivais. Et si vous allez chercher même sur Google, j'ai publié Jeunesse et sexualité qui ont été utilisés comme sujet au BEP et puis au bac G à l'université ici. Et j'ai publié beaucoup régulièrement dans l'Observateur. Mais je parle des réseaux sociaux. En fait. C'est les réseaux sociaux. En fait, je ne connaissais pas les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Je suis venue sur les réseaux sociaux quand j'ai lancé mon album en 2017. Parce qu'on m'a dit que c'est le seul lieu, la plateforme sur laquelle je peux faire la promotion de mon album. Et quand je suis arrivée, j'ai été cueillie comme ancienne ministre de l'ancien régime et tout le monde est venu tomber dessus. Et finalement, bon, j'ai fait la promotion de mon album. Je ne l'ai pas fait beaucoup, je dois reconnaître, mais je me suis retrouvée vraiment à donner mes avis sur des choses et interagir avec des gens dans des débats d'idées. Et donc, beaucoup de gens me découvrent grâce à Facebook. Beaucoup qui pensaient d'ailleurs me connaître et qui ont tellement d'idées préconçues en ce qui me concerne. Mais sinon, je suis vraiment dans les débats d'idées depuis longtemps. Et bon, je quitte ma généralité. C'était ça ma question de généralité. Tout à l'heure, vous parliez de la question des valeurs. Vous mettez la primeur à ce que nous avons de culturel en termes d'identité. Mais dans d'autres pays, sur ces questions par exemple, on a même quelquefois le chef de l'État qui ne tourne pas et qui dit clairement chez nous ici, voilà, c'est comme ça. On a vu même les politiques d'accompagnement, souvent on a entendu Hillary Clinton en son temps ne pas faire mystère de ce que les accompagnements sont conditionnés par la façon dont vous abordez la question de l'homosexualité ou certaines autres minorités comme ils disent quelquefois. Mais même ici, on a l'impression que on se gêne d'aborder les débats. Je parle des autorités. Est-ce que vous avez la même impression? Bon, depuis en tout cas qu'on parle de la question de l'homosexualité, j'avoue que quand j'étais au gouvernement, les groupes homosexuels avaient approché en son temps le ministre Albert Ouedraogo pour exposer leur situation et demander s'il peut faire quelque chose. Lui, il m'a abordé à son tour pour me demander si c'est une question sur laquelle je peux travailler. Moi, j'ai dit non. Je ne peux pas m'occuper des droits des femmes, qui est un agenda vraiment spécifique, et m'occuper des droits des homosexuels, qui d'ailleurs c'est une cause à laquelle je ne m'identifie pas. Donc moi je m'occupe des droits des femmes, je fais la promotion des droits des femmes, mais je ne fais pas la promotion des droits des homosexuels. Et je ne sais pas jusqu'à quel niveau ils sont allés dans cette recherche, mais je sais seulement que j'avais été contactée en son temps par Pierre Meillet, qui m'a demandé, après que j'ai quitté le gouvernement, pour me demander d'élaborer un plan d'action pour les LGBT au Burkina. Je lui ai dit non.
Moi, je ne peux pas me faire ça parce qu'il dit que moi, comme je fais la défense des droits de l'homme, donc je peux élaborer ce document. Et j'ai dit là encore non. Et ça a été vraiment source de mécontentement par ceux-là qui attendaient en tout cas que moi j'accepte le faire. Bon, donc, politiquement, il faut se rappeler également que dans le cadre de la lutte contre le sida, il y a eu un débat public sur la question parce qu'entre-temps, on a dit qu'il fallait privilégier parmi les groupes prioritaires les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Et cela est passé jusqu'aujourd'hui. Si vous allez au SPCNLS, ils parlent des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, ils mènent des actions avec ces groupes-là. Donc, ils ont leur cadre, ils ont leur créneau où, en tout cas, on s'occupe de leurs préoccupations. Mais moi, en tant que personne, c'est pas une cause à laquelle je m'identifie, c'est pas une cause que je veux porter. Et je l'ai dit clairement lors de cette conférence. Maintenant, au plus haut niveau, j'ai vu effectivement Macky Sall répondre à Obama. J'ai vu également le président ghanéen répondre à Macron. Et j'ai vu d'autres chefs d'État, Mafuguli, le président qui vient de décéder, lui aussi, il avait pris position sur ces questions. Donc il y a certains chefs d'État qui abordent la question et d'autres, ici en tout cas je n'ai pas encore entendu au plus haut niveau, ni au niveau du Premier ministère ou de la présidence, une réaction claire là-dessus. Donc il y a une zone d'ombre et le débat n'est pas posé publiquement. Ni politiquement. Dernière question dans la série que j'avais. Vous dites vous ne vous sentez pas concerné par comment dire cela, la promotion de ce type de comment dire parce que c'est des droits qu'il revendique. Oui. Mais est-ce que vous acceptez qu'il y ait comme d'autres droits, qu'il y ait la promotion de ce type de droits-là, puisque il y a des gens qui ont fait ce choix et qui existent au Burkina ainsi? Bon, moi, je pense que c'est le législateur qui décide de ces choses. Et jusqu'à preuve du contraire, notre législation reste floue sur la question. Mais maintenant, ça a des implications sociales. Et en tant que sociologue, moi, je me projette dans les implications sociales. Parce que nous sommes une société qui, quand on parle, se revendique toujours être conservatrice, défendre les valeurs, les valeurs du Burkinabé. Est-ce que c'est des valeurs qui se réduisent à l'orientation sexuelle? Moi, dans ma conception des choses, quand je rencontre une personne autour de la table ici, l'un d'entre nous peut être homosexuel, mais tant que la personne ne me dit pas qu'elle est homosexuelle, c'est pas mon problème. Il est libre de faire de son corps ce qu'il veut. Mais vouloir m'imposer, moi, que je sois pour et que je défende ses droits, c'est là où on dépasse les limites. Parce que moi, je suis chrétienne pratiquante et dans ma religion, on dit non. C'est pas normal que quelqu'un sorte avec une personne du même sexe. Et dans la culture burkinabé, vous pourrez me rectifier autour de la table, je ne connais pas une des ethnies du Burkina où l'homosexualité est tolérée et pratiquée et promue. Vous pourrez vraiment me répondre là-dessus. Je n'en connais pas. Et donc ça me surprend. Je n'arrive pas à comprendre d'abord qu'une personne, deux personnes du même sexe veuillent sortir ensemble. Et je ne peux pas comprendre surtout qu'on veuille imposer à tout le monde d'accepter cela comme étant normal. Parce qu'a priori, moi je trouve que c'est pas normal. D'accord. Okay. Juge Bouma. Alors, vous dites qu'il a été dit qu'à la prochaine sortie, il y aura comme une réaction à la hauteur. Oui. Sur quel niveau prenez-vous cette menace-là? Est-ce que c'est juste pour vous effrayer ou vous prenez la menace au sérieux? Moi, personne ne m'effraie, en réalité. Personne ne m'effraie. Mais je pense que si c'est une question de droit, j'ai le droit à la liberté d'expression. Ils ont le droit de vivre comme ils veulent, de croire à ce qu'ils veulent croire et de faire de ce qu'ils veulent de leur corps. C'est entre eux et leurs parents, et ceux qui les ont mis au monde et leur Dieu, qui est celui qui les a créés. Bon, des puissants lobbies, effectivement, parce que maintenant, dans le milieu de la coopération, il y a beaucoup de gens qui sont des personnes homosexuelles, qui viennent ici comme chefs de coopération et qui sont très favorables, très, très ouvertes à ces genres de groupes et qui les soutiennent ouvertement. Et
et qui oriente l'aide au développement vraiment dans ce sens. Mais moi, je suis de celles qui pensent que on a parlé de politique de développement économique, développement social, développement politique, mais on ne parle jamais de développement culturel. Or, la base de tout développement est d'abord culturelle. Ce sont les valeurs culturelles qui fondent tout développement d'une nation. Or, si on n'a même pas cette possibilité-là de revendiquer la spécificité de notre identité culturelle pour bâtir le modèle de développement, c'est l'habit que je porte. Si je n'étais pas dans un contexte où on veut se coudre un habit comme ça, je ne vais pas le coudre. Donc, pour le développement également, le modèle de développement, la fondation du développement, c'est la culture. Et ensuite, la psychologie, les valeurs sociales, les valeurs, c'est-à-dire les fondements. Si c'était une maison, la fondation, ça serait la culture. Mais ici, quelles sont les valeurs de notre culture qui servent à bâtir notre modèle de développement? Il y a le modèle chinois, il y a le modèle japonais de développement, il y a le modèle français, modèle américain. Mais est-ce qu'on peut parler un jour d'un modèle américain, un modèle burkinabé, qui soit représentatif des valeurs des Burkinabés? À quoi nous croyons? Vers où nous allons comme société? Et c'est sur ça que nous travaillons. Notre vision du développement, elle doit être ancrée dans ça. Donc on nous ramène à des questions sexuelles ou de liberté sexuelle d'individus. Le développement d'abord, c'est un processus collectif. Bon, oui, je comprends, mais il y a aussi ces termes-là ou ces concepts qui prêtent à confusion. Genre, féminisme, minorité. Bon, le genre, moi je suis experte en genre et je suis très à l'aise pour en parler. Je suis très à l'aise pour en parler parce que dans chaque société vivent des hommes et des femmes. Et chaque société attribue aux hommes et aux femmes des rôles et des responsabilités. Et la société fixe des normes de conduite pour les hommes et les femmes. Chaque société a une hiérarchie de valeurs, des valeurs obligatoires que tous les individus qui vivent dans la société doivent respecter, des valeurs préférentielles et des valeurs idéales, c'est-à-dire des idéaux vers lesquels la société tend, qu'on pourrait appeler des valeurs universelles en quelque sorte. Mais les valeurs obligatoires au niveau du Burkina, dans nos sociétés, tu n'as pas le droit de tuer, tu n'as pas le droit de t'approprier les biens de quelqu'un parce qu'il est femme ou parce qu'il est un homme. Tu ne peux pas, parce que toi tu es un homme, récupérer les biens qui appartiennent à une personne parce qu'il porte le sexe féminin. Et la construction des identités est faite de telle sorte que l'homme et la femme qui vivent dans la société sont valorisés. Maintenant, avec la modernisation, on arrive à une situation où ça devient comme chacun est libre de faire son menu de valeurs. J'ai les valeurs que je veux respecter, c'est l'individualisme culturel en fait. J'ai les valeurs que je veux respecter, je peux battre ma femme, je peux lui retirer son salaire, je peux faire ceci, ou je peux sortir avec un homme tout en étant marié avec une femme. Ce sont des valeurs préférentielles maintenant. Alors que les valeurs sexuelles étaient des valeurs obligatoires. La sexualité, elle est encadrée par nos valeurs culturelles. Tu ne peux pas sortir avec n'importe qui. Tu ne fais pas l'amour n'importe où. Tu ne fais pas avec n'importe qui. Et puis tu ne le fais pas. Toutes les conditions sont encadrées par nos valeurs culturelles. Mais maintenant, chaque individu veut le faire comme il veut, sans respecter les interdits que la société avait prévus. Et ça devient le désordre. Puisque vous voyez que maintenant, la prostitution est devenue normale, on justifie ça par la pauvreté, et ainsi de suite. Donc, l'approche genre, c'était vraiment cette construction des identités masculines et féminines dans la société. Et l'approche vise à garantir la justice sociale pour tous. C'est garantir la justice sociale. Qu'aucun homme, parce qu'il est homme, n'abuse de l'autorité, du pouvoir que la société lui a donné sur sa femme. Et qu'aucune femme, parce qu'elle est femme, n'abuse d'un quelconque pouvoir, par exemple, lui préparer mal. Si on prépare mal le repas pour l'homme parce qu'on est femme et puis on est fâché, c'est une façon d'abuser du pouvoir. On a le pouvoir de la famille. On a le pouvoir de lui servir quelque chose qu'il ne peut pas manger. C'est un pouvoir qu'on a. Donc, moi, dans ma compréhension des choses, je suis pour la justice sociale. Mais c'est en fonction de construction, des normes sociales. Or, quand on parle d'homosexualité maintenant, c'est la biologie qu'on remet en cause. Je suis homme, mais je ne veux pas d'une femme.
je veux un homme. Ou bien je suis femme, mais je ne veux pas être femme. Je veux devenir un homme. Donc, au lieu de travailler sur les normes sociales pour qu'elles ne soient pas discriminatoires et qu'elles n'affectent pas le bien-être et l'épanouissement individuel de chacun des membres du groupe, mais dans le respect, moi je te surveille, toi tu me surveilles pour que nous respectons ensemble ce que notre groupe social a prévu comme valeur. Donc, les hommes, de plus en plus avec la modernité, s'écartent des valeurs. Mais ils disent aux femmes, vous restez dans la tradition. Respectez ce que la tradition a dit. Mais eux, ils adoptent tout ce que la modernité envoie comme nouvelle chose, valeur. Donc, ça crée des injustices, ça crée des conflits au sein des couples et ça crée, donc prenez la responsabilité même économique. On est parti de sociétés agricoles où c'est l'homme qui était le pourvoyeur, mais de plus en plus en milieu urbain vous voyez qu'il y a certaines femmes, c'est elles qui portent toute la famille parce que les hommes n'ont pas de travail. C'est un changement socio-culturel avec lequel il faut vivre. Mais maintenant, l'homme assume toujours le pouvoir comme si c'est lui le pourvoyeur, il donne les ordres, il s'approprie les biens pour lui seul au lieu d'exercer une gestion équitable au sein du ménage pour que tout le monde soit bien nourri. C'est ce genre de choses-là sur lesquelles moi je travaille et auxquelles je crois qu'on peut apporter des changements et qu'on doit veiller à ce que les transformations de la société ne se retournent pas contre l'un ou l'autre groupe social que sont les femmes ou les hommes. C'est sur ça que moi je travaille. Le féminisme. Bon, maintenant le féminisme est né en Occident. C'est né à la fin du 19e siècle. Et les premières revendications portaient sur la revendication des droits civils et politiques. Et en Angleterre, principalement, on a eu ce qu'on appelait les suffragettes et le mouvement s'est étendu dans plusieurs pays européens. Donc, les premières femmes à obtenir le droit de vote grâce à ce mouvement et à toutes les actions que les femmes ont organisées, ce sont les Anglaises en 1928. Et ensuite les Françaises en 1944. Les femmes suisses n'ont eu le droit de vote qu'en 1971. Le droit de vote et le droit d'être éligible. Donc d'être candidate à une élection et d'être élue. Mais maintenant, après ça, le féminisme a évolué pour parler des droits reproductifs. Le droit de porter une grossesse ou de refuser de porter une grossesse. De porter une grossesse quand on veut et tout. Pour en venir à toute la législation sur l'avortement. Et ça, c'était la deuxième vague dans les années 70. On est arrivé à une troisième vague qui a mis plus l'accent sur les questions de violence faites aux femmes. On a appelé ça la troisième vague, c'est dans les années 90. Mais entre-temps, il y a eu les indépendances. Et après les indépendances, les droits que les femmes occidentaux ont acquis, on a transféré ça dans nos constitutions directement. Parce que la constitution de la Haute-Volta, qui a été adoptée en 1960, elle intégrait seulement la possibilité pour les femmes d'être éligibles et électrices. Mais l'application, c'est une autre chose. Puisque nous n'avons pas lutté pour avoir ces droits-là, ça nous a été donné en même temps que la Constitution. Alors, le féminisme, en ce moment, c'est la défense des droits des femmes contre toute forme de discrimination et d'exploitation liée au patriarcat. Nous vivons dans une société patriarcale, donc s'il y a une oppression de la part d'hommes parce qu'ils sont hommes, ils abusent du fait d'être hommes. En ce moment, toutes les réactions visent à ramener la justice sociale. Mais maintenant, si vous allez plus loin, à partir des années 2000 et 2010 à côté, vous avez vu tout le grand mouvement MeToo. MeToo qui dénonce la culture du viol, le viol à Hollywood. Bill Cosby a été épinglé, Harvey Weinstein a été épinglé et plein de grands noms du cinéma ont été épinglés et ça s'est répandu partout. Donc ce nouveau mouvement-là, c'est la revendication de la propriété du corps. Le corps de la femme lui appartient et personne n'a le droit de se l'approprier, d'en faire ce qu'il
veut, quel que soit le pouvoir que cette femme, que cette personne-là peut avoir. Donc c'est la 4e vague qui est en cours. Et cette 4e vague du féminisme maintenant tire profit des réseaux sociaux. Et d'un féminisme organisé avec des associations à la base depuis la fin des années, le 19e siècle là, maintenant on est à un féminisme individualisé. Chacun crée sa page Facebook et publie tout ce qu'il veut là-dessus, mais au nom de ce mouvement auquel il dit appartenir. Donc c'est devenu un mouvement plus individualisé et non hiérarchisé, et ça crée aussi les problèmes parce que l'individualisme des valeurs que je vous dis, au nom de la modernité, l'individu est devenu libre de faire ce qu'il veut de son corps, de sa vie, de tout. Alors donc vous estimez que sur la question, il faut une démarche éclairée et endogène. C'est ça. Moi, mon point de vue est que quand on vient nous dire qu'une coopération nous dit par exemple qu'elle va appliquer au Burkina une politique féministe, je veux qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle entend par là. Est-ce que, parce que les femmes françaises ont leur féminisme, leur façon de vivre le féminisme, les Américaines ont leur façon de vivre le féminisme, et les Africaines, au détour des grandes rencontres internationales sur les droits des femmes, ont déjà dit aux femmes occidentales que nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Parce que nous sommes des pays colonisés, anciennes colonies, qui sont encore sous la dépendance, de sorte que l'oppression qu'une femme peut subir dans un pays comme le Burkina, il y a l'oppression liée à l'appartenance sexuelle, l'oppression liée à la race et à la nationalité. Ça se superpose. Donc il ne faut pas arriver et puis dire seulement que oui, tu es femme, il faut revendiquer tel droit. En Occident, quand les femmes revendiquent les droits et qu'il y a des divorces, qu'il y a des enfants, les États ont prévu des mécanismes pour recueillir les enfants quand les parents ne sont pas en mesure d'en prendre soin. Mais chez nous, il n'y en a pas. Et quand une femme est victime de violence, il y a des refuges pour les femmes qui sont victimes de violences. Chez nous, quand une femme était victime de violence, elle devait partir chez ses parents, le monsieur va venir, on va négocier, il va demander pardon, ils vont faire comme un petit tribunal et dire c'est toi qui n'as pas raison, c'est toi qui as tort, c'est toi qui as raison, et puis on les renvoie ensemble. Mais maintenant, dans le contexte moderne, ces mécanismes-là même ne sont plus fonctionnels. Donc si nous suivons le féminisme tel qu'il est enseigné, dans le féminisme aussi, c'est ce que je voulais préciser, il y a plusieurs courants. Il y a le courant marxiste, il y a le courant socialiste, il y a le courant libéral et il y a un courant radical. Le courant radical, c'est le courant dans lequel on se retrouve avec celles qui refusent même le fait d'être femme. Elles veulent être comme des hommes. Il y a le féminisme conformiste. C'est ça qu'on appelle le féminisme. Je veux devenir comme un homme. C'est ça le féminisme conformiste. Mais le féminisme essentialiste, c'est ces femmes qui disent moi je suis contente d'être femme. Et c'est mon cas, je suis contente d'être femme. Je ne veux pas être un homme. Il y a des avantages à être une femme. Il y a des avantages et des inconvénients. Tout comme il y a des avantages et des inconvénients d'être un homme. Les hommes n'ont pas que des avantages. Donc, moi, je suis fière d'être femme et je ne veux pas changer. Or, nous sommes maintenant dans une tendance dominante qui pousse même les femmes à renoncer à cette appartenance biologique, à détester le fait d'être femme et à vouloir immigrer et devenir homme. On peut aller changer, faire une chirurgie, couper les attributs féminins et pousser la barbe. On voit sur YouTube des personnes barbues qui portent grossesse et on affiche qu'un homme enceinte et la personne va aller accoucher. C'est quel monde? D'accord. Oui, justement. Parce que là, on est dans la question de défense de droit. Vous êtes une spécialiste du genre. Oui. Quand on vous écoute, on a l'impression que si on y prend garde, il y a certaines questions qui sont des préoccupations au niveau de l'Occident, qui, à travers la coopération et dans les financements que nous avons, seront défendus alors que ce n'est pas notre problème prioritaire. Ce n'est pas nos priorités. Aujourd'hui, au Burkina, regardez avec les attaques terroristes. Combien de milliers de personnes? Millions. On parle maintenant de plus d'1 million de personnes. Parmi ces millions de personnes, il y a combien de femmes? C'est la majorité. Les chiffres donnent près de 80% de femmes. Ces femmes se retrouvent seules avec les enfants. On ne sait pas où sont les maris. Certains sont tués. Certains ont juste fui pour sauver leur vie. Et ces femmes se retrouvent avec les enfants. Qu'est-ce qu'elles vont devenir elles-mêmes, encore moins les enfants? Moi, agir pour ces femmes-là est prioritaire. Trouver quoi faire comme activité économique, comment les préserver contre les viols, parce qu'il y a des gens
qui vont là-bas, qui leur proposent des miettes pour coucher avec elles. On a vu des publications récentes à Kaya où des femmes réfugiées et déplacées internes sont en train de se transformer en prostituées par nécessité. Prostitution de survie qu'ils ont appelé ça. Mais dans notre pays, ça me touche, ça m'interpelle et ça me demande, ça me pousse à agir. Mais qu'une personne décide, non, je n'aime pas le sexe que je porte, je vais changer le sexe, c'est vraiment un truc de commodité, de plaisance, quoi. Parce que je dis non, ils souffrent le fait d'être dans ce corps. Je sais comment ça a commencé, cette façon d'amalgamer. Parce que quand on déconstruit l'identité, comment on construit une femme, comment on construit un homme. Tu nais avec le sexe biologique, mais on t'apprend ensuite à être un homme. Tu nais avec le sexe masculin, on t'apprend à être un homme ou on t'apprend à être une femme. Donc quand on fait l'argumentaire, il y en a qui disent que quand j'ai découvert que j'étais femme, je n'étais pas contente. Je ne suis pas contente d'être une femme. Et c'est des gens qui s'expriment comme ça. Et je décide que je ne vais pas accepter le fait d'être une femme. Je vais passer dans l'autre sexe. Notre lutte se limitait à ce que les femmes aient les mêmes emplois que les hommes, qu'elles puissent avoir accès à l'éducation, qu'elles puissent avoir accès aux mêmes services de santé, qu'elles puissent avoir accès à toutes les opportunités que les États donnent en matière d'appui économique pour s'épanouir. Mais maintenant, quand il y a d'autres qui disent non, moi c'est mon appartenance qui est mon problème, je vais changer de sexe. Et ça crée une nouvelle catégorie humaine qui n'est ni femme ni homme au milieu. Bon, c'est vraiment par plaisir, quoi. C'est un choix. D'accord. Alors, vous estimez qu'il faut porter le débat sur la place publique pour qu'on puisse trancher. Effectivement. Alors, qui doit porter ce débat-là? Est-ce la société civile? Déjà, ce que nous sommes en train de faire, c'est porter le débat. Mais je pense que l'État aussi doit, à un moment donné, dire quelque chose. Comme d'autres pays l'ont fait, notre pays doit dire quelque chose. Parce que dans les lycées, au collège, si l'homosexualité commence à être apprise par les enfants, juste par imitation, c'est un effet de mode. La mode est à l'homosexualité. Et ils voient les films porno, même dans les films ordinaires que nous regardons dans nos maisons, les scènes homosexuelles sont en train, même jusqu'au dessin animé, il y a des scènes homosexuelles qui sont introduites. Petit à petit, nos enfants vont grandir avec la conception que un homme peut sortir avec un homme, une femme peut sortir avec une femme. Mais culturellement, c'est pas accepté. Selon notre culture, c'est pas accepté. Donc, si on ne pose pas le débat et qu'on se retrouve avec plein de cas comme ça, on fait comment? Si à l'intérieur d'une même famille ou même dans nos quartiers, on habite à côté de gens qui ne sont pas de notre famille, ton enfant rentre dans la maison du voisin qui est un homosexuel, tu ne sais pas qu'il est homosexuel, il attrape ton enfant et puis couche avec. Garçon comme fille, tu fais comment? Qu'est-ce qui va se passer? Socialement, ça va créer de graves problèmes parce que des familles vont vraiment s'entretuer si on se rend compte que des pratiques comme ça, incestueuses, même l'inceste, il y a certains pays qui parlent d'inceste par consentement maintenant. Imaginez, dès qu'ils inventent une nouvelle pratique, ils nous l'envoient à travers le programme de coopération en disant, bon, si une personne est comme ça, il faut la protéger, c'est son droit. Mais les droits des minorités, je rejoins le terme de minorité, en sociologie, il y a ce qu'on appelle les marginaux. Les marginaux, c'est ceux qui refusent de se conformer aux normes du groupe et qui vivent en marge du groupe et qui font des actes que le groupe n'apprécie pas. Normalement, le groupe va faire passer par tous les moyens pour les ramener dans la norme. Or, la tendance aujourd'hui, c'est qu'on crée de nouvelles normes et petit à petit, c'est le groupe entier qui est infecté. C'est comme c'est des pratiques qui peuvent être nuisibles même à la survie du groupe social, mais c'est le groupe, la minorité finit par imposer sa façon de faire au groupe, au plus grand groupe, à la majorité qui se laisse faire. Et il y a anomie, on appelle anomie en sociologie un comportement qui est dangereux même pour la survie du groupe. S'il y a un comportement social anomique, c'est un comportement social qui peut détruire le groupe social.
Mais là, actuellement, dans le contexte de la nouvelle vision des droits humains où nous sommes et des droits individuels, l'anomie n'existe plus. Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut et se faire accepter. Le groupe est obligé d'accepter. Si bien que la régulation et la préservation des valeurs et de l'identité socio-culturelle devient problématique parce qu'on tend vers une homogénéisation où tout le monde va croire la même chose, pratiquer la même chose. Le mot aussi n'est plus différent je ne sais pas quoi, du russe, de l'américain, du texan. Non, mais on ne pourra jamais arriver à cette homogénéisation. Et je profite d'ajouter que même en Europe, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec l'homosexualité. C'est pourquoi on voit des mouvements. Il y a des conservateurs aux États-Unis et le mariage pour tous, il y a eu des oppositions en France. Donc un peu partout, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Mais la minorité arrive grâce au lobby médiatique, financier, à imposer sa façon de voir. Mais en tant qu'humanité, nous allons vers quoi? C'est la grande question. Et en tant que société burkinabé, nous allons vers quoi si les hommes se mettent à sortir avec des hommes à l'insu de leurs femmes, qu'ils bénéficient d'appui dans le cadre de la lutte contre le sida, et ils peuvent être infectés, ils prennent des ARV, mais on ne dit pas à la femme que l'homme est homosexuel. Et elle va continuer de vivre dans ces conditions. Est-ce qu'une femme peut faire rivalité avec un homme? Si une femme découvre que son mari sort avec un homme, est-ce qu'il peut faire confiance? Or, ici, beaucoup d'hommes sont dans la situation de bisexuels. Ceux qui sont homosexuels, cela s'entend. Et maintenant, la femme est là, elle peut être négligée. Elle peut pas lui donner ce que le partenaire homme lui donne, parce qu'il n'y a rien. D'accord. C'est un homme, c'est une femme. Oui, justement, je reviens sur la question de Geoffroy. La nécessité, effectivement, d'en parler, de poser le débat. Et puis bon, comme vous l'avez dit, certains présidents ont été clairs, droit dans les yeux avec certains partenaires pour dire bon, ce ne sont pas nos priorités. Et puis bon, accepter que sur le plan des valeurs, on ne partage pas forcément les mêmes valeurs. Mais ici, c'est silence et bouche cousue. J'ai pris un exemple quand la commission s'était réunie pour l'élaboration de la nouvelle constitution, arrivé au niveau du mariage, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Par rapport au mariage qui était dit, je pense que le premier libellé disait que c'est l'union entre deux personnes. Je crois, deux hommes, deux personnes. Bon, après ça a été rectifié, c'est entre un homme et une femme. Il y a eu des rectifications qui ont été apportées effectivement après. Mais ce débat a été posé beaucoup plus par des religieux que par le politique. Mais la question c'est, vous avez été ministre, vous êtes dans le domaine des ONG, c'est d'ailleurs là-bas qu'il y a beaucoup d'argent qui sont déversés dans ce cadre-là. Le débat est à quel niveau aujourd'hui? Au niveau des ONG, et je peux dire même que ceux-là qui me menacent sont des gens des ONG. Mais au Burkina ici, j'ai l'impression que quand une personne arrive et il dit je donne de l'argent à qui veut couper des têtes, il va trouver quelqu'un qui va lever la main et dire moi je suis prêt à faire ça. Quand on amène des valeurs, c'est des valeurs contre de l'argent. L'aide au développement, le principe de l'aide au développement, il est basé sur ça. C'est des valeurs contre de l'argent. Mais chaque fois que quelqu'un va amener de l'argent, il va dire qui est prêt à faire la promotion de telle nouvelle pratique contre de l'argent. Je trouverai toujours quelqu'un pour lever la main dans les OSC parce qu'il n'y a pas d'éthique morale en matière il y en a qui n'ont pas d'éthique. Oui, vous dites qu'il n'y a pas d'éthique morale en Mali. Je suis d'accord, il y en a qui n'ont pas d'éthique. Effectivement, on peut partager cette façon de faire, mais il y a des États qui posent des conditions par rapport à où l'argent des ONG doit pouvoir aller. Bon, moi, je peux vous dire qu'au niveau des OSC, j'ai compris finalement que la nommée Solange représente ici le réseau africain des jeunes homosexuels, des queers, qui est basé à Ouaga. Ça veut dire que son ONG a été reconnue par le Burkina. Mais c'est une ONG qui est à Oklahoma, aux États-Unis. Le siège est à Oklahoma, aux États-Unis. Doivent être soutenus par des lobbies à partir de là-bas. Mais elle est ici, après avoir séjourné en Côte d'Ivoire, où elle a fait le même travail. Mais le siège du réseau africain des jeunes homosexuels, s'il est basé au Burkina, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le domaine et qu'il y a un travail de recrutement ou de sensibilisation qui est fait. Alors, moi, ce que je pense politiquement, il faut qu'on en parle, il faut qu'on légifère, il faut qu'on clarifie tout, parce que tant qu'on n'en parle pas, les gens ne savent pas sur quel pied danser. Or,
pendant ce temps, il y a des institutions qui font un travail vraiment de recrutement actif en bas. Maintenant, vous voyez un jeune homme, j'ai étudié au Canada, j'ai connu des camarades qui du jour au lendemain se sont déclarés homosexuels et après qui sont revenus, qui se sont mariés, qui ont des couples normaux, vivent normalement avec un partenaire d'un sexe différent. Donc, si sous l'effet de la mode ou par nécessité, parce que les personnes homo donnent de l'argent, si un enfant se met à faire ça par nécessité, il attrape des enfants du quartier. Il y a eu plein de cas où des expatriés se sont installés dans les quartiers, ont abusé d'enfants parce qu'ils étaient des pédophiles. Et après, on attrape la personne, l'ambassade du pays d'origine de la personne intervient et puis on exfiltre la personne sans qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Mais si c'est nos propres jeunes qui le font, et après, ils se rendent compte qu'ils sont sur le mauvais chemin. Tous les jeunes dont ils auraient abusé entre-temps, et ils sont dans la pratique. Et ils vont continuer la pratique. Et le phénomène va continuer de se répandre comme ça. Mais celui qui a été à la base de l'introduction du comportement peut changer d'avis après et revenir dans la norme. La norme sociale majoritaire qui étant que c'est un homme et une femme qui se mettent ensemble. Donc voici le problème, le genre de problème. Vous dites que c'est des normes, des valeurs que vous ne partagez pas. Vous avez même refusé de traiter le dossier ou d'élaborer un plan d'action pour eux. Mais en même temps, je dis bien, vous avez été ministre. Est-ce que vous aviez réussi à poser le débat en son temps? Je vous ai dit d'abord que c'est un collègue qui m'a refilé le dossier. Et qu'est-ce que j'ai posé comme débat en son temps? D'abord, avec le collègue qui m'a refilé le dossier, j'ai dit non. Puisque légalement, il n'y a rien. Si légalement, il n'y a rien, et ils demandent de faire un plaidoyer pour eux au sein du gouvernement. Donc moi, j'ai dit non, je ne peux pas faire un plaidoyer. Mais moi, j'ai refusé de porter le dossier. Pourquoi? Je défends les droits des femmes. Je connais la société burkinabé. Le jour où je vais sortir dire que je parle des homosexuels, tout ce que j'ai pu avoir comme acquis derrière, dans le travail pour les droits des femmes, on va rejeter tout ça. Et je ne pourrai plus avoir la parole au Burkina pour sortir parler des droits des femmes. Parce qu'on va dire non, elle fait en fait la promotion de l'homosexualité. Et les gens sont tellement contre cette pratique-là que je ne veux rien mélanger, je ne veux prendre aucun risque par rapport à ce que je suis en train de faire pour les droits des femmes et des filles, mais pas pour des trans, pour des homos. Non, moi je ne veux pas porter ce dossier pour ne pas mélanger les combats. C'est un combat dans lequel j'ai refusé, mais je ne l'ai pas posé en conseil des ministres, tout simplement parce que moi-même j'ai refusé de porter le dossier. Oui. Moi je vais revenir au début parce que c'est avec l'Institut Goethe après que le problème se pose. Oui. Il y a une question que vous posez dans votre réaction qui pour moi est intéressante. Vous dites, quelle autorisation avez-vous des autorités et de la loi burkinabé pour y faire la promotion des nouvelles modes sexuelles, comme j'ai pu entendre des témoignages des participants après le panel? Qu'est-ce que vous avez entendu? Oui, mais justement c'est ça le problème. Puisqu'on a pu le faire dans le cadre de la lutte contre le sida, en disant qu'on doit travailler sur les hommes et un des rapports sexuels avec les hommes, sinon ils vont contaminer le reste de la société parce que c'est des gens qui sont mariés, bisexuels et qui sont mariés. Donc c'était passé déjà à l'époque, mais on n'a pas fait de loi là-dessus. Mais maintenant, l'Institut Goethe, j'ai pas eu de réponse. Mais si la nommée Solange est ici avec une institution qui fait la promotion de l'homosexualité, j'imagine qu'elle a obtenu une reconnaissance légale. Dans le cadre des coopérations bilatérales, j'ai travaillé en coopération bilatérale, je peux vous dire que quand une coopération bilatérale propose quelque chose à l'État et que l'État dit non, elle ne peut pas lui imposer. Elle va repartir avec son argent. Parce que c'est une question de donnant-donnant. Tu acceptes les valeurs, on te donne l'argent. Mais si l'État dit non, sur ce projet-là, nous ne sommes pas d'accord. On a vu au Mali et au Niger des coopérations bilatérales, la coopération néerlandaise en l'occurrence, s'est vue refoulée avec un gros programme parce qu'il y avait là-dedans la promotion de l'avortement et tout. Et les débats sur l'avortement continuent également dans notre contexte parce que quand il y a eu une tollée avec la femme de Buffet qui était venue ici et on voulait légiférer, mais les gens sont passés en dessous, ils continuent.
et continue de faire la promotion de l'avortement et continue de mettre en œuvre des activités dans ce domaine. Donc, voyez-vous, quand les gens commencent, ils viennent ouvertement et ça ne marche pas, ils rentrent en bas, il y aura des associations toujours pour prendre l'argent et faire le travail. D'accord. En tout cas, merci pour ces éclairages. C'est vrai que vous l'avez dit, il faut poser le débat. Nous, en tout cas, on a posé les jalons, on a donné une ouverture et chacun, en tout cas dans son milieu, peut continuer le débat et apporter ses arguments. Merci d'être passé. Voilà. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive du CRIGED, Centre de recherche et d'intervention en genre et développement. Vous êtes également sociologue et experte en genre et développement. Merci d'être passé. Merci aussi, messieurs les juges, pour ces différentes analyses et clés de lecture. On se retrouve demain pour le même exercice. Portez un regard critique sur l'actualité. Excellente journée en compagnie des médias leaders True TV et Watt FM.